Pétrole. Pourquoi le prix du baril ne s'envole pas, malgré la guerre, malgré les attaques des Houthis en mer Rouge? Point complet sur le plan fondamental et sur le plan de l'analyse technique. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le 28 février 2024. Je vous retrouve en direct d'un forage pétrolier, juste derrière, pour traiter ce sujet. Le sujet du pétrole, que je suis ici régulièrement avec vous. Le prix du pétrole qui se maintient étonnamment sous la résistance des 80 $. Alors je vous rappelle que les 80 $ sont le prix jugé minimum acceptable par les pays producteurs de l'OPEP. Les pays producteurs de l'OPEP plus la Russie, qui en sont à leur énième réduction de la production de pétrole, une contrainte d'offre dans le but de soutenir ce prix du pétrole. Mais voilà, ce dernier, comme vous avez pu l'observer, se maintient en fait depuis plusieurs mois en trading range entre 60-65 $, qui est le bord du gouffre technique, et le niveau des 80 $, qui agit aussi en résistance technique majeure. Alors, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, voilà ce que nous allons faire. Le plan va s'afficher sous vos yeux dans un instant. Et que s'ouvre, je déclare ouvert la séance, chers amis. J'espère que ce petit nouveau setup vous plaît. Alors voilà, je vais alterner, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je vais alterner entre parce que le fond, la forme, les deux comptes. Alors le fond, c'est ce que je vous présente habituellement. La forme, c'est ça. Alors parfois, je ferai des vidéos comme d'habitude en direct de mon bureau, avec derrière mes écrans, et parfois je me déplacerai comme ça pour traiter un sujet. Voilà, là je me suis déplacé dans un désert où il y a beaucoup de puits de pétrole. Le programme, my dear fellow. Le programme, il s'affiche sous vos yeux. Alors, malgré la multiplication des conflits géopolitiques, malgré la multiplication des conflits géopolitiques et des conflits armés au sein des zones géographiques de production et de logistique de pétrole, le prix du baril reste sous contrôle en bourse. Le WTI américain, le baril de brut texan, se maintient sous la résistance des 80 $. L'Agence internationale de l'énergie décrit une perspective de surplus d'offres cette année, en dépit des coupes de production de l'OPEP. Mais que se passe-t-il ? Non mais, il y a toujours potentiellement une contrainte d'offre maximale. Vous savez que malgré la guerre entre Israël et le Hamas, malgré les attaques, malgré des Houthis en mer Rouge, prise d'assaut de bateaux de commerce, malgré l'envolée du prix du fret maritime ces dernières semaines, malgré tout ça, le prix du pétrole ne s'envole pas à 100-150 $. C'est qu'il existe des pressions baissières. Alors oui, elles sont du côté de la demande de pétrole. En Chine, aux États-Unis, en zone euro. Ce sont des éléments que je vais vous répertorier. Les 5 raisons qui viennent. Alors, je mets les 5 raisons qui font pression baissière sur le prix du pétrole. En fait, ce sont des raisons qui viennent équilibrer le risque haussier qui nous vient de la prime de risque géopolitique, qui, elle, peut être hors de contrôle à tout moment. C'est-à-dire que là, elle est sous contrôle, mais tout le monde est bien d'accord que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et le Hamas, qui sont des conflits actuels ou des conflits potentiels. La Chine vis-à-vis de Taïwan, alors pour certains c'est demain, pour d'autres c'est dans 5 ans, pour encore un autre groupe c'est dans 10 ans, et encore un tiers groupe dans c'est jamais. Bon. Ça entretient la spéculation. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais traiter ça en dernière partie, ce que préparent les spéculateurs institutionnels sur le prix du pétrole. Et vous savez que ces spéculateurs institutionnels ne s'aiment pas avec l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, souvent, le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite les vise. Et au sein même de l'OPEP, ces fameux 13 pays producteurs de pétrole qui appartiennent à l'OPEP, alors ce n'est que 28% de la production mondiale. Rappelez-vous, un tips important. Je vais parler en millions de barils jour dans cette présentation. J'arrondis, la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Donc lorsque je vous dis que l'OPEP est à 28% de la production mondiale de pétrole, c'est 28 millions de barils jour. Les États-Unis sont à 20 millions de barils jour. C'est 20% de la production mondiale de pétrole. Et voilà. Vous savez que les États-Unis,
le robinet? Le robinet est ouvert à fond. À fond. Et d'ailleurs, c'est ça la vraie raison qui maintient le baril de pétrole autour des 80 $. C'est que les États-Unis, mais le Canada aussi, le Brésil, produisent un max. Il y a tout ça qui joue. Et donc c'est parti les amis. Nous attaquons la présentation. Alors, sans la prime de risque géopolitique, le baril de pétrole serait à 50 $. Effectivement, les pressions baissières sont nombreuses, mais il existe des éléments, cette fameuse prime de risque. Donc, prime de risque géopolitique, prime, c'est ce qu'on ajoute. Prime, donc c'est ce qui vient jouer à la hausse sur le prix, du fait du risque géopolitique, qui pour l'instant est réel dans ses faits, mais qui est potentiel dans son impact sur les approvisionnements au pétrole. C'est-à-dire que malgré les attaques des Houthis en mer Rouge, tout le commerce qui arrive d'Asie débarque dans ce petit canal, la mer Rouge, un gros canal, je vous l'accorde, pour finir dans ce qui est un vrai canal, le canal de Suez, et voilà que cette zone ici, et ça attaque de partout, enfin, surtout du Yémen en mer Rouge. Vous savez que, pardonnez-moi, même récemment, un navire de commerce a dû être abandonné du fait d'une attaque de missiles des Houthis. Donc cette zone, elle est sous pression. Et à cela s'ajoute, parce que c'est bien qu'une zone soit sous pression, mais le lien avec le pétrole se fait lorsque la zone est sous tension géopolitique et que cette zone produit du pétrole. Je vous rappelle ici quelques chiffres. Tous ces jolis pays, de couleur orangée, produisent, vous avez ici le total Proche-Orient, 21 millions de barils jour, ce que je vous ai mis ici en bas à droite. Rappelez-vous, la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Donc potentiellement, il y a ici, si toute la région s'embrasait, mais pour l'instant cela reste sous contrôle, 21 millions de barils jour qui pourraient être menacés. Et là, oui, en cas de mise à l'arrêt des approvisionnements, de la logistique, du pétrole, depuis l'Arabie Saoudite, depuis l'Iran, depuis l'Irak, là naturellement que le prix du pétrole s'envolera. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucune baisse de production, aucune baisse du rythme des approvisionnements. Donc c'est pour ça que cette prime de risque géopolitique maintient le prix du pétrole autour des 80 $, qui est le prix jugé acceptable par les pays membres de l'OPEP. Pour vous donner quelques références, mais nous allons tout à l'heure davantage reprendre en détail cette analyse technique du prix du pétrole, rappelez-vous ici la crise sanitaire, le pétrole négatif. C'était le niveau des 65 $. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un niveau qui tient, c'est le bord du gouffre. Si vous voulez, sous 65 $, c'est une économie mondiale en récession. Actuellement, l'économie mondiale ralentit. Alors, l'Allemagne est en récession, certaines économies européennes le sont, mais par exemple pour l'économie des États-Unis, c'est simplement un ralentissement. Bon. Vous avez 80 $ qui est le prix jugé minimum acceptable par les pays membres de l'OPEP. Et en fait, on se maintient ici. Alors, la partie technique, j'y viendrai tout à l'heure. Mais si vous voulez, sans cette prime de risque géopolitique, il y a un certain nombre de raisons fondamentales qui auraient pu amener à ce que ce support des 65 $ soit enfoncé. Alors maintenant, voyons justement davantage de détails. Ah oui, et alors, j'oubliais presque, il faut que je vous le montre. Il y a un certain nombre de baromètres qu'il faut suivre quant à ce risque en termes d'approvisionnement. C'est le prix du fret maritime. Alors pour cela, vous avez deux baromètres qui sont importants à suivre. Vous avez tout d'abord le WCI, le prix du fret maritime de Shanghai à Los Angeles, et c'est vrai que, bon, il est quand même en forte hausse. Alors, beaucoup se posent la question, d'ailleurs récemment l'inflation aux États-Unis avait moins ralenti que prévu, en partie grâce à ça, mais de manière minimale, il y avait des raisons liées à l'immobilier. Il faut en fait beaucoup de temps pour que le prix du fret maritime se traduise en une inflation
des biens finaux. Il faut que cette hausse se maintienne dans la durée. C'est pour ça que là, il y a quand même une alerte. Ça ne se voit pas dans le prix du pétrole pour le moment, mais il faut faire attention à ça. Le prix du fret maritime, selon le WCI, a quand même sérieusement augmenté. Et si vous prenez le Baltic Dry Index, alors, il y a eu une première phase de hausse, c'est retombé, ça semble vouloir repartir. Ici, le Baltic Dry Index, qui est le prix du fret maritime d'un certain nombre de matières premières par différentes tailles de cargo. Derrière, vous avez l'histogramme de l'inflation aux États-Unis. Ça a toujours anticipé l'inflation. Donc là, il faut quand même être méfiant. Il y a des petits signaux d'alerte, mais pour l'instant, ça tient. Ça ne dépasse pas de signaux d'alerte. Alors pourquoi? Il y a effectivement un certain nombre d'éléments, 5 raisons qui font pression baissière sur le prix du pétrole et qui viennent équilibrer cette prime de risque géopolitique. Les attaques contre les navires dans la mer Rouge, les difficultés logistiques de transport maritime autour du canal de Suez et du canal de Panama, les guerres entre Israël et le Hamas d'une part, l'Ukraine et la Russie d'autre part, auraient dû exercer une pression haussière massive sur le prix du pétrole. Pour la première fois, récemment, l'équipage d'un navire de commerce a même été contraint d'abandonner le navire après avoir été touché par un missile des Houthis, en traversant la mer Rouge. Donc il y a quand même une réalité, il y a un stress. Et c'est quand même la mer Rouge qui dessert le canal de Suez. Alors pourquoi, avec de telles conditions, le prix du baril de pétrole ne s'envole pas à la hausse? Je vous rappelle que la formation du prix du pétrole en bourse n'est qu'un rapport entre l'offre et la demande. La prime de risque géopolitique représente une contrainte d'offre potentielle. Si elle devait basculer d'une contrainte d'offre potentielle à une contrainte d'offre réelle, c'est-à-dire une baisse de la production et une baisse des approvisionnements en pétrole au départ du Proche-Orient, rappelez-vous, 21 millions de barils jour sur 100 millions de barils jour pour la production mondiale, là, le pétrole serait déjà largement au-delà des 100 $. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que tous ces prix producteurs ont intérêt à continuer de vendre et de produire et de vendre, sinon ils n'ont plus de revenus. Mais les véritables raisons de la pression baissière sur le prix de l'or noir sont ailleurs et concernent à la fois l'offre et la demande. Alors là, je vous les récapitule et je les illustre toutes. J'espère que vous prendrez plaisir à voir ces informations. Raison numéro 1, la baisse des importations de pétrole de la Chine, le premier importateur mondial de pétrole, et ce, malgré la politique de relance budgétaire et monétaire. Vous savez que l'économie chinoise a du mal à réaccélérer depuis la fin de la politique de zéro Covid. Le consommateur chinois, il est archi frileux. Consommateur chinois, c'est pas consommateur américain qui s'endette à mort, qui achète tout ce qu'il peut acheter dès qu'un nouvel iPhone sort. Non. Consommateur chinois, culturellement, il est plus cool, plus smooth. Regardez l'indice de confiance de la... Alors, pourquoi c'est important? La Chine, c'est le premier importateur mondial de pétrole. Et donc, il y a une raison qui maintient le prix du pétrole, malgré les réductions de production de pétrole de l'OPEP, malgré la prime de risque géopolitique, ce sont les importations chinoises qui ne parviennent pas, vous avez ici le taux de croissance annuel des importations chinoises, les importations globales, c'est pas que de pétrole, qui ne parviennent pas à retrouver un momentum positif. Alors, on n'est plus en négatif, mais on flirte toujours avec zéro, mois après mois, en taux de croissance annuel. Et pourquoi? Parce que le consommateur chinois, là c'était la fin de la politique de zéro Covid, le consommateur chinois commence, et puis il fait très vite, mais non, il ne revient pas à son niveau de confiance d'avant. Il a été secoué par cette politique de zéro Covid. Ils font attention, ils épargnent, bref, ils ne sont pas relancés à fond dans la consommation. Donc là, il y a quand même ici quelque chose d'important, et pourtant, le gouvernement chinois fait son possible pour essayer de relancer la machine avec un soutien budgétaire et monétaire. Regardez l'évolution en noir du bilan de la Banque centrale de Chine. Ça fait 3 ans, ça augmente. Récemment, d'ailleurs, la Banque centrale de Chine a rebaissé ses taux. Vous avez le soutien via le déficit budgétaire. Donc, à un moment ou à un autre, ce soutien budgétaire et monétaire produira un effet positif. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça se fait attendre. Raison numéro 2, le ralentissement en Occident du fait des politiques monétaires archi-restrictives. Bon, ben ça, c'est le report du pivot des banques centrales. La politique monétaire reste restrictive, peut-être encore pendant plusieurs mois aux États-Unis et au sein de la zone euro.
Les perspectives de consommation de pétrole en Occident, c'est flat, c'est zéro. Vous avez pour ça un super baromètre qui est l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Ça fait plusieurs semaines consécutives que ça restocke. Et si ça restocke, c'est que ça ne consomme pas. Donc c'est bien une pression sur la demande. Ça, c'est un super baromètre. Mais d'ailleurs, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole nous le dit. Je suis ici sur le dernier rapport de l'OPEP. Et vous allez voir dans les perspectives de la demande en 2024 et en 2025, regardez pour l'Europe et les États-Unis, c'est zéro en termes de croissance. Et c'est pareil en 2025. Et ils ont mis un petit chiffre pour le principe, 0,04, 0,02. Voilà, on a bien compris. Et plus les banques centrales reportent dans le temps le pivot, plus cela va exercer une pression sur la consommation de pétrole en provenance d'Europe et des États-Unis. Avec en plus la Chine qui est sous pression, vous comprenez pourquoi, s'il n'y avait pas, sans ces quotas de production de l'OPEP, qui sont une réalité, et sans cette prime de risque géopolitique, le pétrole serait déjà beaucoup plus bas. Et d'ailleurs, raison numéro 3, au bilan, l'Agence internationale de l'énergie anticipe la poursuite du ralentissement de la demande de pétrole tout au long de l'année 2024. Vous voyez, hein, demand growth is slowing, according l'Agence internationale de l'énergie. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qui crée un stress au sein des pays de l'OPEP, au sein même de l'OPEP, de la Russie, en fait surtout de l'Arabie Saoudite, parce que ça aussi c'est une des raisons, c'est qu'il y a de fortes dissensions au sein même des pays de l'OPEP. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire autre chose, un certain nombre de pays majeurs inondent le marché de pétrole. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les réductions de pays de l'OPEP, mais regardez, les États-Unis, le Brésil, le Canada, ce sont les pays pour lesquels on attend une forte augmentation de la production de pétrole en 2025. C'était déjà le cas en 2024. Prenons l'exemple des États-Unis. 20 millions de barils jour en 2023, 21 millions et demi de barils jour en 2024, 22 millions de barils jour attendus en 2025. Et c'est pareil du côté de l'Amérique latine, essentiellement à cause, enfin grâce à cause, peu importe, essentiellement du fait du Brésil, sans oublier le Canada. Et à cela s'ajoutent les dissensions au sein des pays de l'OPEP. L'OPEP, 28% de la production mondiale de pétrole, oui, ils réduisent leur production, mais en fait, c'est quasiment que l'Arabie Saoudite qui joue le jeu. Vous prenez les pays africains qui appartiennent à l'OPEP, ils réduisent pas leur production. Même l'Iran ne réduit pas sa production. Regardez par exemple ici, l'Arabie Saoudite qui est passée de 10 millions de barils jour, maintenant qui est à 8, donc elle joue vraiment le jeu. Récemment, il y avait eu une réunion des pays de l'OPEP pour se mettre d'accord sur de nouvelles réductions de production. Ils s'étaient mis d'accord pour 900 000 barils jour en plus, et finalement, ils n'ont réduit que de 300 000. Et là, les production cuts sont censés s'arrêter en mars. Bon, ils vont trouver un accord pour les continuer, mais certains ne veulent pas. Regardez. L'Iran, elle a augmenté sa production. Alors qu'elle s'est mise d'accord avec les pays de l'OPEP, dont elle fait partie. Vous les avez ici, les 13 membres de l'OPEP. Donc, non seulement les États-Unis inondent le marché, mais en plus, au sein des pays qui sont censés réduire la production pour faire remonter le prix, ils ne se mettent pas d'accord et certains continuent de les monter. Et entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est pas la super entente. Et vous avez les pays africains de l'OPEP qui, eux aussi, montent leur production. Bah, parce qu'ils veulent vendre, ils veulent faire du pognon. Donc, voilà, c'est... Alors, on verra en mars, puisque là, l'Arabie Saoudite et tous les délégués de l'OPEP+, doivent se réunir au début du mois prochain. On verra bien ce qu'ils décident, mais ils ne font que neutraliser un certain nombre de pressions baissières sur le prix du pétrole. Alors, pétrole en bourse, une construction technique qui est toujours baissière. Ça, j'ai eu l'occasion de vous le montrer à plusieurs reprises. Donc, moi, je vous rappelle mon scénario sur le prix du pétrole. Je peux le remontrer ici en mensuel. Voilà, qui est après 5 temps de hausse d'avoir une correction en ABC. Par contre, voilà, je ne sais pas si la baie est terminée. Alors, je vais être précis. Bon. D'un point de vue fractal, voilà, je vous rappelle que voilà, on part sur ça. Les 5 vagues de hausse, 3 temps correctifs. Maintenant, est-ce que la baie est terminée? Moi, je suis persuadé qu'on aura plus tard dans l'année une C. Maintenant, est-ce que la baie est terminée? D'ailleurs, ça me fait penser, c'est un débat assez similaire sur le dollar américain. Bon, ici, vous avez vos 5 temps de hausse, 1, 2, 3, 4, 5. La 5, c'est avec le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Là, vous avez une vague A en 5 temps. Maintenant, la B se fait toujours en 3 temps. Alors, soit la B est terminée ici, et nous serions déjà dans la C, et donc nous serions dans la 1 de la C, la 2 de la C, puisque je vous rappelle, ici c'est 5, 3, 5, 5, 3, 5, dans une correction en zigzag. La B est donc en 3 temps. Donc ici, il y a plusieurs hypothèses. Soit la B était terminée ici, et là nous sommes déjà dans la C, on a fait la 1, la 2 de la C, la 1 ici, la 2 ici, et là on s'apprête à faire une 3. Je dirais que c'est un scénario qui tient la route tant qu'on est sous les 80 $. Par contre, si le marché redépasse les 80 $, c'est qu'en fait la B n'est pas terminée et qu'on a fait la A de la B de la B, il manquerait la C de la B avant de repartir pour une grande C. Donc ça, je suis incertain, mais je dirais que le pivot est à 80 $. C'est un pivot de Chartis, c'est cette belle ligne de tendance, c'est aussi un niveau de contact avec le nuage hebdo du système Ishimoku. Et donc voilà, alors regardez comme le prix oscille autour de la moyenne mobile à 200 jours et est à plat. C'est la même chose sur le Brent. Hein. L'équivalent, ce sont les 87 sur le Brent, l'équivalent des 80 $ du WT, mais partout, les moyennes mobiles se sont mises à plat. La tendance de fond l'a définie en général vis-à-vis du positionnement de la moyenne mobile simple à 200 jours. Là, on oscille autour et nous sommes à plat. Donc ça, je dirais que voilà, ça va dépendre un peu de ce que vont décider les pays membres de l'OPEP en mars. Si on observe qu'il y a une fin des dissensions et que les 13 pays jouent le jeu pour baisser encore leur production, c'est possible qu'on dépasse les 80 $ et qu'on remonte ici, avant, plus tard dans l'année, d'aller chercher vers les 65 et en dessous pour un troisième temps. Alors après, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que toute l'année, le marché peut faire son range. Hein. Le range étroit, c'est 65-80. Le range large, 65-90. Ça sera en fonction des fondamentaux. En tout cas, plus les banques centrales en Occident prennent de temps pour pivoter, plus ça va maintenir la pression sur ce prix du pétrole. Alors, comme je parle du pétrole, on va aussi parler un peu d'énergie. Je vous en ai parlé dans le Fast and Forex la semaine dernière. Je vous en fais le suivi. Vous avez le prix du gaz naturel. Le prix du gaz naturel qui est vraiment sur un gros support. Alors, bon, il y a l'esprit de la divergence. Ici, à l'époque, le marché proposait un avalement point bas. Ici, le marché a proposé un double bottom point bas. Là, il n'y a pas encore de structure. Donc, il y a eu une première réaction. Il y a eu une première réaction que vous voyez ici. Je trouve ça intéressant de voir le RSI ressortir par la zone de survente en journalier. Mais je dirais que pour vraiment valider un point bas, il faudrait refranchir les 2 $. Donc ça, sur le gaz naturel, c'est toujours en surveillance. Alors, qu'est-ce que nous préparent les spéculateurs institutionnels sur le prix du pétrole? Vous savez que c'est important parce que ces spéculateurs institutionnels interviennent via les contrats futurs et les contrats d'options sur le prix du pétrole. C'est la demande financière ou financière. Cela impacte le prix. Ça décide souvent de l'orientation des cours vis-à-vis des supports et des résistances. Et donc, pour cela, nous allons faire appel au rapport Commitment of Traders de la CFTC. Donc je suis sur celui du WTI. Et concentrez-vous sur la ligne en jaune qui est la position nette. Les achats moins les ventes. Et donc, c'est intéressant de noter que récemment, le marché, en termes de position nette, s'est restabilisé sur son support habituel. Mais il n'y a pas une envolée verticale de la... Donc, les institutionnels, là, sont vraiment dans l'expectative. Ils réduisent un peu leur position short. Ils ont réduit leur position short lorsque le prix est arrivé dans cette zone. Mais tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que voilà. Ici, c'est potentiellement une vague 2, on fait un canal de continuation, ou au contraire, une sorte de structure pour, en réalité, faire une baie qui ne serait pas terminée, qui pourrait aller jusque-là. Bon, c'est le débat de savoir si elle est terminée ou pas. Donc, il n'y a pas la position nette a défendu le support. Il n'y a pas non plus une frénésie d'achat. Donc ça, je surveille. Ils sont vraiment là dans l'attente, je pense, ces institutionnels. Et je pense qu'ils sont dans l'attente de ce que décideront les pays de l'OPEP début mars. Car les quotas sont censés s'arrêter en mars, mais ça va être prolongé. Maintenant, voilà, est-ce qu'ils vont aller au-delà? Est-ce que chaque pays va vraiment jouer le jeu?
En tout cas, cette évolution de la position nette institutionnelle sera majeure pour savoir si pétrole sera en mesure de redépasser 80 $, ou s'il sortira par le bas de ce truc pour revenir à nouveau tester 65 $, qui est le bord du gouffre fondamental. Le bord du gouffre technique. Pardon. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette nouvelle édition du Fast and Forex en direct d'un puits de pétrole vous a plu. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très vite.